c'est pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui François Doss. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. François Doss, donc vous êtes historien spécialisé dans l'histoire intellectuelle. Vous avez publié quantité d'ouvrages que je ne vais pas pouvoir citer aujourd'hui. Je mettrai l'accent sur les biographies que vous avez déjà publiées. La biographie de Paul Ricoeur en 1997, la biographie de Gilles Deleuze et Félix Guattari, biographie croisée, parue en 2007, et Castoriadis, Une vie, biographie qui vient de paraître aux éditions de La Découverte. Alors Castoriadis, pour le présenter brièvement, c'est cet immense philosophe né en 1922, mort en 1997, immense philosophe resté un peu marginal par rapport à l'académie, peut-être du fait de l'ampleur de son œuvre qui la rendait inclassable par rapport, en termes disciplinaires. Immense philosophe qui a placé au cœur de sa philosophie le projet de l'autonomie. Autonomie qui postule la capacité des acteurs sociaux à s'autogérer, autonomie sur le plan individuel, sur le plan collectif. Projet d'autonomie qui fonde le socle de la perspective révolutionnaire que Castoriadis a toujours défendu, y compris dans les décennies qu'il avait mises à mal. Je pense notamment aux années 80 où quelques pseudo-philosophes ont cru pouvoir déclarer la fin de l'histoire et l'inanité de tout projet révolutionnaire. Bon, c'est un verdict contre lequel Castoriadis s'était vigoureusement insurgé, restant fidèle quant à lui à l'impérieuse nécessité de cultiver le projet révolutionnaire. Alors, vous concluez l'ouvrage que vous consacrez à son parcours intellectuel en considérant que le geste de Castoriadis, je vous cite, aura été de réveiller ses contemporains de leur sommeil politique. Alors, la première question que je voudrais vous poser consiste à vous demander si, de votre côté, en vous emparant de la biographie de Castoriadis, est-ce que vous-même, vous n'épousez pas ce geste-là qui consiste à remettre en circulation la pensée castoriadienne. Je ne sais pas si on dit castoriadienne, vous me corrigerez. Remettre en circulation sa pensée, peut-être aussi pour réveiller à votre tour vos contemporains de leur sommeil politique. Est-ce que votre propre démarche procède de cette aspiration-là ? Oui, je pense que vous faites une bonne lecture de ce parcours biographique, qui n'est pas un parcours biographique pour faire une biographie supplémentaire. J'ajouterai aux biographies que vous citiez celle que j'ai publiée de Pierre Nora, qui est une autre grande figure intellectuelle dans ce pays. C'est vrai qu'il y a là un acte un peu politique, avec une perspective pragmatique de revisiter une pensée, de revisiter un itinéraire qui donne non seulement à penser, c'est le moins qu'on puisse en dire, mais qui réouvre un horizon d'attente, qui travaille à sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve, effectivement, non pas celle de la fin de l'histoire, comme avait dit Fukuyama, mais incontestablement, il est vrai, une crise du futur, une crise du devenir, un aggiornamento nécessaire de tout ce qui a servi d'espérance au 19e et 20e, qui est le siècle de l'histoire, et au 20e, tragique 20e siècle. Et là, il y a une situation qui est à la fois une situation de crise, mais des crises, il y en a tout le temps, mais en même temps qui est une occasion. Là, c'est le kairos, et on a là aussi un philosophe de l'événement, l'occasion de remettre en question un certain nombre de prêt-à-penser, dont on a vu le caractère funeste, et de réouvrir un commun, un espace de projet. Parce que je pense que ce dont on est malade aujourd'hui, c'est effectivement l'absence de projet collectif de société. Alors, il ne faut pas que ce soit évidemment des projets de suicide collectif ou de projets de monde carcéral. Il faut que ce soit des projets libérateurs. Et là, on a une grande figure, comme vous l'avez dit, qui essaie de penser, on y reviendra, l'autonomie. Et si je me suis attaché à cette figure, c'est d'abord parce que je suis attaché,
autre figure auquel je me suis attaché, parce que je ne peux pas ne pas penser à elle dans le caractère inclassable, justement, de Castoriadis, c'est Michel de Certeau. C'est-à-dire que c'est des figures de la transversalité qui essayent de penser notre monde, non pas à l'intérieur, clos dans des frontières disciplinaires, qui les amènent à, certes, approfondir quelques points, mais qui, principalement, est limité. On a là des penseurs qui font éclater les disciplines, qui abattent les frontières à partir du moment où ils sont mus par les questions qu'ils posent. Or, la question que pose Castoriadis, c'est une question ô combien prométhéenne, puisque il s'adonne comme ambition, et dès qu'il est tout petit, de penser tout ce qui est pensable. Donc, effectivement, là, l'ambition est énorme. Mais, en tout cas, ce qui l'anime, et ce qui a valu le choix que j'ai fait, a des ressorts aussi générationnels. C'est-à-dire qu'incontestablement, je suis de ceux qui ont été marqués par un événement qui est un peu une rupture instauratrice, pour moi, mais pour beaucoup, même si je sais qu'aujourd'hui, c'est un moment qui est très décrié par beaucoup, c'est 68. C'est-à-dire que la brèche, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Edgar Morin, Le Fort et Castoriadis, qui parut en 68, cette brèche de 68 a été pour toute une génération constitutive de quelque chose qui a été vécu dans ce moment et dont on ne s'est pas tout à fait remis à partir du moment où il a été un moment d'émancipation, d'autonomisation, d'autonomie. Et c'est là où ces penseurs que sont Certeau, que sont Deleuze, que sont Castoriadis, sont des gens qui ont été très marqués par ce moment, manifestement, et rompant avec une vision linéaire du temps, attentif à ce que peut être l'émancipation de l'homme. Non seulement marqués par cet événement, mais même on a presque l'impression qu'ils l'ont pressenti. Le groupe Socialisme ou Barbarie, fondé par Castoriadis et Claude Lefort en 49, enfin la revue née en 49, est un groupe de réflexion très attentif aux mouvements susceptibles d'émerger dans des couches sociales qui ne sont pas forcément le prolétariat. Castoriadis, il anticipe le fait que le processus révolutionnaire ne sera plus seulement porté par le prolétariat, il peut être porté aussi par la jeunesse scolarisée. Et ils sont les premiers à détecter les premiers indices de ces mouvements-là aux États-Unis. Ils en parlent dès 64, je crois, hein, c'est ça. Et l'immense paradoxe un peu incompréhensible du groupe Socialisme ou Barbarie, cette revue, on reviendra sur la naissance de cette revue et ce titre, c'est donc d'avoir absolument perçu ce mouvement essentiel de l'époque, la diffusion du processus révolutionnaire dans la jeunesse scolarisée, de l'avoir anticipé, de l'avoir prévu, et le groupe et la revue s'arrêtent en 67, oui, au moment où les événements historiques vont porter vraiment sur la scène réelle tout ce qu'ils ont... Oui, conçu théoriquement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette sorte de suicide ou de disparition du groupe théorique au moment où son projet se réalise? Pour ça, on va y revenir. Il faut voir l'histoire de Socialisme ou Barbarie. Mais pour répondre à toutes ces autres questions sur le moment 67-68, en effet, c'est paradoxal et le notez très bien, cette attention à ce qui se passe dans la jeunesse scolarisée, et ce mouvement de la jeunesse estudiantine, lycéenne, etc., partout, par le monde, ce n'est pas un phénomène purement français, puisque un journaliste connu dans le monde dit « la France s'ennuie oui, », partout ça bouge, sauf un mois avant les événements, c'est ça. Mais ça, ni les journalistes ni les historiens sont de bons pronostiqueurs. Donc, effectivement, on a là un phénomène qui est perçu par Socialisme ou Barbarie, qui commence à faire des articles sur la jeunesse, sur les campus américains, sur le yéyé, sur ce qui se passe, hein, fondamentalement là, dans des couches qui ne sont pas seulement le prolétariat au sens classique des catégories marxistes classiques, et ils disparaissent en 67. Cela dit, en 68, ils sont présents, et ils sont très présents, et là j'en ai eu avec la publication de cette biographie la confirmation, je le dis dans le livre, mais
il se trouve qu'il y a eu à la Maison de la Poésie un débat autour de la figure de Castoriadis avec Daniel Cohn-Bendit. Et on a dialogué, Cohn-Bendit et moi, et dans le public, quelqu'un a demandé si Castoriadis avait parlé à la Sorbonne, comme Sartre l'a fait en 68. Bon. Et moi, j'ai répondu factuellement en historien que non, d'autant qu'en 68, Castoriadis est encore sous les pseudos qui sont les siens, de nationalité grecque, c'est la dictature en Grèce, il est hors de question qu'il se fasse arrêter pour être conduit et mis dans les mains de la dictature. Donc il ne peut pas avoir un rôle actif de visibilité. Et Cohn-Bendit de répondre, ce qui ne m'a pas surpris, de dire mais si Castoriadis était présent à la Sorbonne, c'était moi. Oui. Bon, c'était moi, Cohn-Bendit. Dévorait, pourquoi en fait, Parce que j'étais nourri, dit-il, de socialisme aux barbaries. Il dit, j'ai un côté ventriloque. Ce que je disais à la Sorbonne, c'était du socialisme aux barbaries, c'était du Castoriadis. Et effectivement, c'est comme ça qu'il contestait Touraine à Nanterre, que sa vision de l'antitotalitarisme et sa vision politique était absolument nourrie donc il y a eu par Cohn-Bendit le mouvement du 22 mars, une présence, d'une certaine manière. Qui est pourtant méconnue. L'influence de socialisme aux barbaries dans mai 68, alors qu'en fait c'est un nutriment intellectuel essentiel, et ben cette influence est complètement méconnue. Voilà. Comment ça se fait, cette disparition dans l'ombre? Voilà, alors il y a eu plusieurs injustices historiques qui, dans le temps, peuvent être compensées. Mais il y a des phénomènes comme ça de voilement, d'écartement, alors, effectivement, sur 68, on a fait une espèce d'éloge d'un autre courant, qui est l'international situationniste. Oui. Et là, il faut dire que Debord a construit sa propre icône de son vivant, et il a réussi à devenir effectivement un grand maître littéraire chez Gallimard et à se voir consacré. Bon, alors c'est pour ça qu'il est de bon ton de dire 68, l'origine c'est l'international situationniste et c'est Debord, c'est la Société du spectacle, c'est Van Hagem. Or pas du tout. Quand on reprend effectivement les textes, Debord a d'ailleurs fait un passage extrêmement rapide dans Socialisme ou Barbarie. Oui, ils n'ont pas été très copains, ça ne s'est pas très bien passé. Vu son caractère, il n'est pas resté très longtemps. C'était pas leur caractère à eux deux, parce que c'est deux égos assez... Oui, mais deux égos très différents, parce que vous n'avez pas tort, évidemment, on ne peut pas dire que Castoriadis n'est pas un égo conséquent, mais c'est un égo pour la cause collective qu'il entend incarner. Et c'est vrai qu'il peut avoir un côté un peu autoritaire avec les gens, mais d'un point de vue, alors ça j'ai fait toute une enquête où j'ai vu évidemment tous les gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont socialisme aux barbaries, puis après, il est effectivement, il ne supporte pas qu'on ne soit pas du même avis que lui, mais en philosophe, c'est-à-dire qu'il a cette passion de convaincre l'autre. Donc c'est toute une maïeutique qu'il déploie, alors qui peut être vécue de manière un peu difficile pour son entourage, c'est certain. Mais jamais, et ça c'est tout à son honneur, c'est pas pour en faire une hagiographie, mais c'est jamais pour prendre un véritable pouvoir, c'est jamais véritablement pour construire sa propre icône, ce qui est le cas de Debord, enfin sans pouvoir sur 3 personnes, mais son icône, il y a travaillé, il a réussi à la construire sur la base d'une mystification totale et sur la base de... c'est un autre sujet que celui de l'international situation. Mais en tout cas, il y a eu effectivement cette injustice historique qui fait qu'on mesure mal l'importance de socialisme aux barbaries dans l'éclosion de 68. De la même manière, d'ailleurs, que, et là, on touche le point historique sur lequel ce courant a le plus apporté, c'est-à-dire la critique du totalitarisme, lors même que l'Union soviétique était l'objet
il faut savoir que dans l'après-guerre, le sondage le montre, les Français pensaient que une grande majorité, que ceux qui avaient le plus fait pour libérer le territoire national étaient les Russes. Alors que les Américains étaient quand même sur le territoire, le débarquement, etc. Et c'est vrai qu'ils ont payé très fortement la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et donc, ils jouissent d'une aura, d'un rayonnement extraordinaire. Plus le poids du Parti communiste, l'espérance communiste après le nazisme, etc., fait que pour avoir les positions qu'avaient justement les gens de Socialisme ou Barbarie, de critique radicale de l'Union soviétique, il fallait le faire. Or, au nom d'un projet socialiste par ailleurs, c'est-à-dire que c'est une critique du totalitarisme stalinien, mais pour sauver le socialisme de... On n'est pas dans Raymond Aron, c'est-à-dire que c'est pas la critique du totalitarisme soviétique pour défendre le modèle nord-américain. Donc effectivement, c'est le maintien d'une espérance socialiste contre la barbarie que serait la confrontation entre les deux superpuissances, que sont l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. Or, autre injustice historique de l'histoire intellectuelle française, c'est que ils ont été pionniers dans l'analyse du totalitarisme. Et ensuite, ils se font balayer, mais ils n'existent plus comme revue, par les nouveaux philosophes, dans l'effet Goulag, et donc par des BHL, Glucksmann, Jean-Paul Dolé, etc., dans les années 70, le phénomène nouveau philosophe, qui reprend finalement toute cette critique, mais au profit de quelque chose qui aurait été inventé par justement Bernard-Henri Lévy, etc., dans la fin des années 70. Et qui fait que, là encore, deuxième nappe sédimentaire qui enterre deuxième mouvement d'escamotage, en fait. À chaque fois, il est escamoté par des plus médiatiques, enfin, pas des plus médiatiques, mais des gens qui ont le sens de la mise en scène et qui vont accaparer le devant. Les divertisseurs, comme disait Castoriadis à propos des nouveaux philosophes. Alors, pour revenir sur la dénonciation du totalitarisme, et je ne sais pas s'il emploie d'ailleurs tout de suite le mot totalitarisme. Au début, il dénonce la bureaucratie, la bureaucratisation du régime soviétique. C'est une intuition incroyablement précoce chez Castoriadis. Enfin, c'est hallucinant, la précocité de sa perception critique. Sa jeunesse, ça se passe en Grèce, donc il est lycéen à Athènes, et puis jeune adulte, au moment où la Grèce va basculer dans ce qu'on appelle la longue nuit de la barbarie, infligée par le régime nazi de 41 à 44. À ce moment-là, il s'engage, il a été dans les jeunesses communistes, très tôt communiste. Et en fait, il arrive, si j'ai bien compris, à capter la radio russe. Et c'est en entendant le discours tenu par les Russes qu'il comprend qu'il y a une dérive totalitaire, que ça n'est pas du socialisme avec du pouvoir ouvrier qui se passe là-bas. C'est une capture du pouvoir par la classe dirigeante. Mais donc, il a entre 15 et 20 ans, quand il commence à percevoir déjà, à la fois à être communiste tout en étant anti-stalinien. Moi, je suis hallucinée de la précocité de son engagement politique, dont vous ne cherchez pas tellement d'ailleurs les déterminations sociales ou familiales. Vous n'êtes pas très bourdieusien, vous n'allez pas tellement chercher dans son milieu familial, sociologique. Qu'est-ce qui précipite Castoriadis à 15 ans, 20 ans? Il est déjà d'une incroyable intelligence politique. Comment ça naît une telle intelligence politique? Vous ne vous intéressez pas à son milieu familial, sociologique? D'abord, je crois assez peu à quelques déterminismes mécaniques, que ce soit dans le domaine de l'humain. Maintenant, il y a des contraintes, il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui peuvent jouer, mais je pense qu'un biographe doit se préserver d'un certain nombre de mécanismes de rabattement. Il doit se caractériser par une certaine retenue, une certaine modestie dans la qualification du sujet biographé. Je mets en avant dans cette biographie un élément qui me semble plus important, mais de manière nuancée. Je ne suis pas psychanalyste, je n'ai pas passé moi-même Castoriadis sur un divan, mais il y a quelque chose que vous aurez évidemment remarqué, que tout le monde peut remarquer, une spécificité, une singularité physique de Castoriadis, c'est qu'il n'a plus de système pileux. Et pas seulement pas de cheveux, mais
et il n'a absolument aucun système pileux sur tout son corps. Bon. Or, effectivement, il a été victime de ce qu'on appelle une alopécie à l'âge de 16 ans, et c'est au moment où il perd sa mère. Donc là, c'est un événement effectivement très douloureux, puisque son corps réagit à cette perte. Une mère qui a beaucoup compté pour lui, qui était très musicienne, qui a gagné le prix des très belles femmes d'Athènes dans l'entre-deux-guerres, et qui était, semble-t-il, à la fois, qui avait comme ça un rayonnement de femme, et qui a été victime à la fois de sa famille, la famille de sa mère, parce que sa mère a été un peu raptée, on est en Grèce antique, par le père de Castoriadis, César, qui est allé chercher Sophia, qui l'a pris de sa famille, et la famille n'a pas toléré. C'est une grande famille du Péloponnèse, c'est une famille un peu aristocratique, qui n'a pas supporté trop ce genre de mœurs, et qui a déshérité sa fille. Donc elle n'a eu comme héritage qu'une petite allée de cyprès. Voilà. Pour une grande famille aristocratique. Bon. Ensuite, alors César, c'est le père de Castoriadis. Bon, c'est un bourgeois qui a un certain nombre, qui a des moyens financiers, qui a voulu n'avoir qu'un seul fils. Donc il n'avait pas de moyens à l'époque contraceptifs ou autres, il faisait avorter sa femme régulièrement. Chose qui a traumatisé le petit Cornelius, qui est resté tout seul et qui voyait ses petits frères et sœurs continuellement disparaître. Bon. Alors, bon, le père très autoritaire, et qui a projeté sur son fils, élément qui répond à votre question, qui a projeté sur son fils ce qu'il n'a pas pu réaliser lui-même, étant obligé de travailler après ses études secondaires, c'est-à-dire des études supérieures. Et le père, César, Castorier, son père, Cornelius, était en même temps un intellectuel, et comme beaucoup de ces Grecs portés sur la vie intellectuelle, très francophile, très amoureux de la France et de la culture française et de la langue française, et la langue française non pas, telle qu'on peut la voir comme singularisant, un peu comme ça que Renan la voyait, l'universel. Les droits de l'homme et du citoyen, la Révolution française dans son message planétaire. Bon, donc cette fascination-là. Et le père va à Lyon, dans les milieux hellénophiles, et découvre une femme qui est fascinée par la Grèce, qui est philosophe, soutient une thèse sur la Grèce, et qui est un peu cinglée, parce que cette femme est habillée en Grèce du 5e siècle, à l'antique. Ouais. À Lyon, avec un climat qui n'est pas tout à fait gréco-romain méditerranéen. Et donc un peu cinglée, mais grande culture. Elle est sur une thèse d'épistémologie des mathématiques extrêmement rigoureuse. Et César demande à cette femme, Maximine Portas, de venir à Athènes s'occuper de son fils et de l'initier à la culture française, à la langue française, à la philosophie, à la littérature. Et c'est comme ça que le petit Casto, de 12 ans, va tout de suite découvrir Romain Rolland, Proust, Marx, Platon, Max Weber. Il traduit quand même Max Weber avant 18 ans. Donc il est là, et cette Maximine Portas vraiment l'initie, discute avec lui philosophie, et il a 13 ans, 14 ans, 15 ans. Bon, c'est assez exceptionnel. Elle va mal tourner, elle, puisqu'elle va devenir, il y a un livre d'ailleurs sur elle, la prêtresse d'Hitler. Et après la fascination de la Grèce, elle sera fascinée par les hindous.
et elle va créer des réseaux pro-nazis, et jusqu'à sa mort, Hitler sera son grand homme. Bon, vous voyez que l'itinéraire, là, n'a plus rien à voir avec celui du petit Castoriadis et de son engagement qui, comme vous le disiez, est un engagement communiste. Alors, ce qui a pu le faire s'engager, c'est que il y avait chez son père un républicain anti-dictatorial, qui tenait aux droits de l'homme, qui tenait et qui voit, il le raconte, quand tout petit, il le voit partir à une manifestation, il prend son revolver. Hein, bon, donc ça rigole pas. Hein, on est prêt à mourir pour ses idées. Bon, alors que sa femme essaie de le retenir. Et puis, alors, oui, j'étais parti sur ce drame, la mort de la mère. En effet, je disais drame de sa mère, parce que non seulement voilà, sa famille l'a un peu rejeté, mais son mari est un peu un homme à femme. Je dis un peu, c'est un euphémisme. Donc il ne cesse de la tromper, et il va finir par lui communiquer la syphilis, ce dont elle va disparaître. Et comme chacun sait, on y disparaît dans des pires conditions, perdant la tête, de la folie, de l'incontinence, etc. Et qui s'occupe d'elle, c'est le petit Cornelius. Et qui, lorsqu'elle disparaît, perd effectivement tout son système pileux. Alors, voilà, donc des choses qui, effectivement, vont jouer. Et je pense que s'il passera plus tard sur le divan, bon, on y reviendra. Il y a le passage de Marx à Freud, mais il y a aussi un certain nombre de problèmes à résoudre qui tiennent de ce caractère matriciel qu'a été ces débuts difficiles. Ensuite, il y a en effet cet engagement et cette prise de connaissance de ce qu'est le stalinisme au cœur d'une situation qui est sans doute une des plus tragiques. Ça, j'ai traversé ça, cette situation. Je suis beau être historien, je connaissais assez mal la situation de la Grèce de l'avant et pendant la guerre et de l'immédiate après-guerre. Il n'y a pas plus tragique. Oui, c'est un désastre. C'est le désastre. D'abord, intégral. Ouais. Sous l'occupation, une population affamée, des gens hurlant du pain et mourant de faim dans les rues des grandes villes, et notamment d'Athènes, puisqu'ils ont confisqué, les Allemands ont demandé tous les victuailles tout pour se ravitailler, et les gens, pour ne pas leur donner, les ont détruits. Donc ils n'avaient plus rien, concrètement. Plus rien. Coupés de tout. Donc plusieurs centaines de milliers de morts, de faim. Bon. Ensuite, évidemment, la férocité de l'occupation nazie, ça, c'est pas les seuls à la subir, mais bon, et puis ensuite une situation impossible, puisque, comme vous le savez, on a un pays qui est libéré par sa propre population, mais laquelle population est encadrée par le Parti communiste et l'Hélas, qui représente 98% du peuple grec qui se libère, qui met dehors les Allemands, mais qui se trouve dans une situation d'après-guerre impossible, puisque à Yalta, et on connaît avec les mémoires de Churchill comment ça s'est passé, Churchill fait passer un petit bout de papier à Staline, disant moi, je vous laisse les Bulgares, les Roumains et autres Hongrois, vous me laissez la Grèce. Hein. Les côtes sont assez jolies. Il y a de belles îles dans les Cyclades. Et banco, Staline lui dit d'accord. Bon, donc on a là un pays libéré à 98% par les communistes qui se retrouve hors du camp communiste dans l'après-guerre avec l'armée anglaise qui représente rien du tout. Si elle représente au moment du grand affrontement de décembre 1944. Quand le gouvernement de Papandréou demande de désarmer les milices de l'Hélas, etc., bon, quand même, les communistes protestent, manifestent, mais ils font le tour de la syntagma, de la place de la Constitution. Comme le dit Castoriadis, les Anglais, le pouvoir, tenaient, il existe toujours, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, dans l'hôtel d'Angleterre, qui est sur la syntagma. C'est tout. Ils seraient... mais... Comme ils avaient comme fonction de ne pas prendre le pouvoir, ils tournaient autour du pouvoir. Donc,
une situation sans issue. Et puis après, effectivement, il y a les brigades de la mort qui poursuivent tous les dissidents. Et puis Castoriadis est sur la liste. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Alors c'est là où il fait une expérience du tragique qui a failli lui coûter la vie. Là, j'ai vu, en faisant l'histoire, c'est hallucinant. Il devient critique des communistes. Il prend ses distances, d'autant qu'il fait la connaissance du dirigeant qui deviendra un ami, Spiros Tinas, qui est d'un groupe trotskiste, de section grecque de la 4e internationale. Donc, virons vers le trotskisme, iront avec le Parti communiste. Il est convoqué par son secrétaire de cellule, lui et un de ses camarades. Lui, heureusement, qui va être aussi un homme à femme, un rendez-vous galant. Oui. Heureusement pour lui, il va à son rendez-vous galant, son camarade va au rendez-vous politique, il se fait liquider. C'est comme ça qu'on réglait les problèmes à l'époque. Donc, surtout dans le mouvement stalinien. Alors, là, il est passé à côté et puis il va aussi risquer d'être arrêté à plusieurs reprises, je le raconte, par la Gestapo. Oui, il a des ennemis sur les deux bords. Sur les deux bords. Il est assailli à la fois par le danger de droite et puis le danger de gauche. Et donc, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre échappatoire pour lui que la nef des Grecs, prendre le bateau. Que la ligne de fuite, comme dirait Deleuze. Alors, effectivement, la ligne de fuite, alors ça a été pour lui, et pour toute une série de Grecs, la planche de salut extraordinaire, et dont la France a bénéficié. Ça, c'est assez extraordinaire. Il a beaucoup à apprendre aux Français de la barbarie qu'il a vu advenir. Et alors, même dans le courant hyper, ultra minoritaire, qu'est en France le courant trotskiste, puisque lorsqu'il arrive, évidemment, il était militant trotskiste, en partant d'Athènes, même si là, il partait traqué, effectivement. Il est parti, son père lui a dit, il y a un bateau au Pirée, il était dans sa cave. Bon. Il arrive en France, évidemment, il reprend l'activité militante. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout de suite à la section française de la 4e internationale, le PCI, Parti communiste internationaliste, et tous les ultra-minoritaires, le PCI, ils sont, je sais pas, ils doivent être une trentaine. Et c'est là où se noue un grand couple intellectuel, et un couple tout court aussi, puisqu'il intervient dans ce petit groupe trotskiste, et il y a là une femme, et cette femme qui est une militante trotskiste, qui s'appelle Rilka Walter, est la compagne de Claude Lefort, qui est un militant trotskiste dans cette section. Et elle dit à Lefort, ce type-là est remarquable, ce qu'il dit est absolument fantastique, il faut faire une tendance avec lui. Effectivement, ça renvoie à un autre trait caractéristique des trotskistes, qui dit 3 trotskistes, dit 4 tendances, donc effectivement, ils vont faire une tendance, et qui va être la tendance Lefort-Castoriadis, qui va porter évidemment des noms différents, puisqu'ils s'expriment sous leur pseudo. Castoriadis est en Chaulieu, Lefort est en Montal, ce sera la tendance Chaulieu-Montal qui va exister donc à partir de 1946 et qui va générer dans une opposition interne la revue dont vous avez dit tout à l'heure, effectivement, qui naît en 1949. Et qui s'appelle donc Socialisme ou barbarie, qui est une citation de Trotsky, si j'ai bien compris. Cette question-là est posée par Trotsky, et donc ils choisissent d'intituler leur groupe et leur revue Socialisme ou barbarie, empruntant donc à Trotsky, alors que Castoriadis n'aura pas de mots assez durs contre les trotskistes, qu'il a tendance à traiter de cons. Les trotskistes sont assez cons, je le cite, pour hurler que l'idée de l'assimilation culturelle est démolie. Enfin bref, il a beaucoup de mépris pour ce que le trotskisme est devenu, et donc quand même, il y a une espèce de rôle d'ambivalence de construire le groupe et la revue à partir d'une citation de Trotsky, alors que les trotskistes sont un peu méprisables selon lui. Alors, méprisable, c'est pas tout à fait le terme, puisque lui-même il a rompu, mais il est issu de ça. Et il sort de la 4e internationale, donc du trotskisme. Non, là où il ne peut pas suivre le trotskisme officiel de la 4e internationale, et ça renvoie à l'expérience grecque
de la tragédie grecque dont on parlait, c'est que les trotskistes disent que l'État soviétique est un État, s'appuyant sur l'œuvre de Trotsky, hein, la révolution trahie, la révolution défigurée, c'est un État bureaucratiquement dégénéré. Bon. Ils n'ont de cesse de dénoncer une bureaucratie au pouvoir, là, ils sont d'accord. Oui. Mais le courant trotskiste dit, attention, il y a quand même l'acquis d'octobre. C'est-à-dire que c'est un État dégénéré sur le plan bureaucratique, mais qui reste dans ses infrastructures socialistes, car basé sur la collectivisation des moyens de production, la planification, etc., acquis d'octobre, acquis de la révolution à laquelle a participé Trotsky, entre autres, et de la guerre civile. Donc il y a cette analyse classique du trotskisme, qui est de dire, voilà, il y a une espèce de fond qui est bon, hein, mais il y a une greffe politique là qui est déjà, il faut faire une révolution politique par rapport à ce que, et c'est encore l'analyse trotskiste, d'une caste qui n'est pas une classe. Bon. Et c'est là, et donc il faut, dans l'opposition existante, dans l'après-guerre, qui devient une opposition très dure, où il faut se remettre dans le contexte de l'époque, où ici retrace un moment où on parle de guerre imminente. D'ailleurs, il ne cesse de dire, la guerre est là, dans l'opposition frontale entre les deux superpuissances. Eh bien, le mouvement trotskiste, dans cette affaire, dit il faut défendre l'URSS. Parce qu'il y a quand même les acquis d'octobre. On est dans ce camp-là. Et Castoriadis est le fort de dire il n'est pas question de défendre l'URSS. Hein. C'est un État qui n'a rien à voir avec les ouvriers et les intérêts populaires du peuple russe. C'est un État exploiteur. Et alors, l'avancée conceptuelle qu'ils font, majeure, par rapport au marxisme classique, qui, vous savez, divise la société entre ceux qui ont les moyens de production, la propriété privée, et puis ceux qui n'ont que leur force de travail. Eux, ils font une analyse qui m'apparaît très fine pour l'époque, très pionnière, et qui vaut encore pour aujourd'hui, qui est l'opposition entre ceux qui ont le pouvoir de décision et les exécutants. Oui, les classes dirigeantes et les classes exécutantes. Voilà, exécutantes. Oui. Ça c'est beaucoup dissous aujourd'hui, c'est compliqué, on pourra y revenir éventuellement, mais aujourd'hui la direction c'est complètement... Oui. Donc l'opposition aujourd'hui, est-ce qu'elle fonctionne de la même manière L'opposition expertise, on pourra y revenir. On pourra y revenir. Ouais. Donc Castoriadis et Lefort sont très attachés à la question du pouvoir ouvrier et condamne l'URSS précisément parce que ça n'est pas un pouvoir ouvrier. Et ça, c'est un point très très important dans Socialisme ou barbarie, de vraiment élaborer un socialisme qui soit un socialisme des ouvriers. Sauf que ce qui est très frappant dans leur groupe de réflexion, dans leurs publications, dans leur manière d'agir, c'est que les ouvriers sont pas tellement là dans Socialisme ou barbarie. Il y a Daniel Motet, donc, qui est ouvrier chez Renault, qui est l'incarnation de toute la classe ouvrière. Il y en a un, on l'adore, on l'écoute, on se passionne. Sauf que bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, trois. Mais c'est majoritairement, très 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 majoritairement une sociologie de super diplômés, Socialisme ou barbarie, qui s'exprime dans une langue quand même très sophistiquée. Je trouve que quand on a accès à leurs écrits de l'époque, c'est difficile. Et donc on tombe sur une contradiction qui est persistante dans la gauche critique puissamment théorique, c'est qu'elle crée un monde, elle invente dans les pages un monde destiné à l'émancipation des ouvriers, mais elle crée ce monde sans les ouvriers et ne sait même pas leur parler. Alors moi j'aimerais bien comprendre comment Castoriadis a pu... se couper à ce point de la classe ouvrière pour laquelle pourtant il luttait. Non, mais simplement, ils avaient des thèses qui étaient à ce point intempestives, à contre-courant, pour des raisons politiques qu'on a évoquées, la force du Parti communiste, de la CGT, des appareils staliniens, etc. Ils étaient de toute façon dans les usines, dans les entreprises, les trotskistes aussi d'ailleurs, officiels, confinés à
ne pas exister, enfin, avoir une marginalité absolument totale. Donc, ils auraient pu aller tracter beaucoup plus, par exemple, diffuser des tracts, écrire des prospectus dans une langue plus accessible que leurs grands articles de 90 pages. Là, vous allez un peu vite en besogne, parce que ils ont eu, justement, avec Daniel Mottet et son petit groupe, Renaud, bastion de la classe ouvrière, car il ne faut pas désespérer Billancourt. Eh bien, ils ont des organes de presse qui ne sont pas évidemment la revue, qui s'exprime dans un langage dont vous dites à juste titre que c'est un langage qui peut être abscon pour des gens qui travaillent ô combien de leurs mains, mais ils ont lancé des organes de presse comme Pouvoir ouvrier. 200 abonnés au bout de 2 ans. Oui, mais ça ne prend pas, quoi. Il y a un truc qui ne prend pas. Oui, mais ils ont créé des journaux. Oui, mais ça à destination des ouvriers, j'entends bien, mais il y a une connexion qui ne s'est pas trouvée. Non, la connexion ne s'est pas trouvée pour des raisons plus historiques que des raisons langagières. Ils ont prêché effectivement dans le désert. Là, on ne peut pas leur reprocher d'avoir prêché dans le désert. La situation n'était pas propice. Et puis après, on ne refait pas l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils avaient existé encore, s'ils avaient maintenu, parce que la dissolution en 67, c'est joué à une voix. Si c'était maintenu en 68, là, on aurait vu peut-être un groupe qui aurait en effet enfin recruté. Alors, on voit le groupe recruter un petit peu, comme quoi c'est la situation, c'est pas tant le langage qui joue. Le groupe recrute un peu, au point d'ailleurs que ça va donner une scission, de nouveau, entre le fort d'un côté et Castoriadis de l'autre. Donc ils commençaient à croître un peu, boum, ils se divisent en deux. Donc de nouveau, ils sont condamnés à la marginalité. C'est après 56. C'est-à-dire que pour eux, évidemment, Budapest, la révolution hongroise, la répression, l'intervention de l'armée russe donnent une illustration internationale à leur thèse. Donc là, ils sont recevables, mais ce n'est pas tellement une question de discours, c'est que leur discours, qui n'était pas audible, devient audible par l'expérience hongroise. Oui, mais le discours de la dénonciation de la bureaucratie ou du totalitarisme soviétique, j'entends bien, mais il y a aussi la position qui défendait ardemment la position autogestionnaire, l'hypothèse de l'autonomie, que chacun est capable et que c'est aux ouvriers de s'emparer eux-mêmes de leur destin. Indépendamment de la dénonciation de ce qui s'est passé en URSS, ce logiciel politique, ce logiciel de l'autonomie, postuler les capacités de chacun. Ça n'est pas audible avant 56 et encore, c'est-à-dire que effectivement en 56 avec les conseils ouvriers à Budapest, etc., on assiste à quelque chose, une expérience historique qui effectivement démontre la possibilité et en plus qui démontre que ceux qui vous parlent en votre nom du peuple, les communistes hongrois, etc., les responsables, sont là pour réprimer le dit peuple. Donc cette expérience historique en acte, oui, à partir de cette expérience-là, commence à devenir audible. Alors, il commence à sortir un peu de la secte. Grâce aussi à des relations d'amitié, Edgar Morin, la revue Argument, 56, un certain nombre de connexions qui se font Mais des connexions, vous me direz, et ça va aussi dans votre sens, des connexions intellectuelles. Il y a effectivement peu de connexions ouvrières. Sur le plan ouvrier, oui, il y aura la Piti qui a été Daniel Mottet, dont le nom réel est Jacques Gautrat, mais qu'on écoutait effectivement religieusement parce que c'était l'ouvrier, mais sinon c'était effectivement Gérard Genette, grand sémiologue, toujours de ce monde, Jean Laplanche, grand psychanalyste du fameux dictionnaire Laplanche-Pontalis, c'était Claude Lefort, vous voyez, c'était plus tard Vincent Descombes, qui est un philosophe d'aujourd'hui important dans la philosophie du langage. Donc effectivement, on a là beaucoup d'intellectuels. À mesure qu'il avançait dans la vie, on a le sentiment
sentiment que Castoriadis a de plus en plus parlé à ses pairs, à des intellectuels de plus en plus prestigieux, importants, et que son cheminement l'a conduit à s'éloigner de plus en plus de la base ouvrière au nom de laquelle il Je ne luttait au dirais départ. pas tout à fait ça comme ça, parce que, d'abord, cette base ouvrière, ils ne l'ont jamais eue. Hein, bon. Oui. Enfin, au début, il y avait davantage quand même une présence vers le désir de faire des publications vers le monde ouvrier, justement, pouvoir ouvrier, ça a lieu. À la fin, une fois qu'il est psychanalyste, parce que donc Castoriadis fera cette conversion professionnelle, dans laquelle il faut interroger la continuation ou non de son action politique. Est-ce que le devenir psychanalyste de Castoriadis est une continuation de son activité politique? Bien sûr. Ce qu'il me semble, mais bien sûr. On peut revenir. Mais en tout cas, de l'extérieur, ça peut ressembler à une montée du bonhomme dans les sphères du concept et à un isolement loin des groupes militants. Le psychanalyste travaille seul dans son cabinet. Oui et non, parce que on peut dire aussi que chaque fois qu'il y a eu un mouvement social, notamment de la jeunesse scolarisée, mais pas seulement. Je pense à la contestation de la jeunesse scolarisée contre la loi de Vaquet, par exemple. Je pense au mouvement social de 95. Castoriadis était présent. Présent sous quelle forme? En 95, il s'est exprimé? Il était dans la rue, il était en pleine phase avec un mouvement qui se déroulait. Bien qu'en 95, il n'ait signé aucune des deux pétitions. Hein, mais il était dans le mouvement social, qui était un mouvement qu'il voyait comme des mouvements d'autonomisation hein, du social. Donc je pense qu'il n'a jamais, jusqu'à sa mort, abandonné cette attention et cette réceptivité, cette disponibilité à l'engagement politique. Mais il est vrai qu'il a un moment de déconstruction du prêt-à-penser qui était le sien encore et qui a nécessité un énorme travail intellectuel. Et c'est là où tout l'intérêt de Castoriadis et de sa pensée, hein, c'est qu'il a fait un effort, une ascèse intellectuelle. Je dirais qu'il était en avance sur l'analyse de la bureaucratie russe, mais ça ne suffit pas. Après, il a fallu analyser ce qu'était la société dans laquelle il était, la société française, la modernité, etc. Et là-dessus, il a effectivement fait un effort théorique pour se libérer d'une vulgate marxiste qui était au départ la sienne, et donc d'interroger la pertinence d'un certain nombre de concepts marxistes. C'est un effort théorique énorme. Bon. Et donc, effectivement, ça l'a absorbé, cet effort théorique, qui est inabouti, puisque, vous savez, il est terminé, il est mort en 97 prématurément, alors qu'il avait donné des rendez-vous à ses doctorants, à ses étudiants. Il avait un projet qui s'appelle la création humaine. Hein, je disais qu'il était ouvert vers l'horizon d'attente, vers réouvrir le champ des possibles. 18 volumes. Il avait un contrat avec Le Seuil pour publier 18 volumes autour de la notion de la création humaine, dont nous n'avons que les prolégomènes d'une œuvre inachevée, qui sont les carrefours du labyrinthe, qui sont tous ces volumes. C'est marrant de la part de quelqu'un qui était tellement méfiant vis-à-vis de l'hubris, la démesure quand même, d'avoir lui-même toujours été voué à des projets d'une démesure très spectaculaire. Absolument. Enfin, son projet de thèse au départ, à 18 ans, il veut faire la synthèse entre la logique mathématique et la logique philosophique, rien que ça. Enfin, il y a toujours une espèce d'ambition intellectuelle totalement folle, alors qu'il sait très bien. Là, je viens d'écouter l'entretien qu'il avait donné à Chris Marker, où il parle très très bien de l'hubris. C'est le danger de la démocratie dans la cité des Athéniens, c'est toujours attention à la démesure, c'est par là qu'on risque de périr, d'être précipité dans l'abîme. Alors, bien sûr, il y a toujours ce jeu entre la diquée et puis l'hubris. Et puis en plus, on peut voir aussi, ces positions sont plus du côté d'une sagesse pratique. Hein. Ils sont du côté très aristotélicienne d'une phronésie de recherche. Mais en effet, le personnage déborde de partout, ça c'est absolument clair. Alors, il y a un moment très fort, hein, Lacan dirait un point de capiton, qui est majeur dans sa réinflexion et de sa pensée. Et que je mets en exergue parce que c'est tout à fait fondamental, c'est sa rencontre et son mariage avec la psychanalyste Pierra Olanier. Là, c'est absolument majeur parce qu'on est à un moment où il est en train de passer, alors je le dis
de manière un peu simplette, là, de Marx à Freud. C'est simpliste et faux parce que, évidemment, il n'abandonne pas Marx pour se consacrer simplement à la psychanalyse. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, évidemment, comme hypothèse, ces interrogations d'ordre psychanalytique, y compris sa reconversion professionnelle comme psychanalyste, doit toujours être comprise, et tous ces textes, avec sa préoccupation du social historique, sa préoccupation de l'histoire, du collectif, et donc de l'engagement. Et de l'autonomie, me semble-t-il. De l'autonomie, j'ai cru comprendre du projet. que la psychanalyse faisait partie d'un projet de conquête de l'autonomie à l'échelle individuelle. C'est lucidité et émancipation vis-à-vis de ce qui serait hétéronome, exactement comme le socialisme serait la quête de la lucidité et de l'autonomie. Il reprend l'idée antique, qu'il y a 3 disciplines d'ailleurs, qui sont la pédagogie, la psychanalyse et la politique, qui ne sont pas des disciplines. Et là, chez lui, ça fait corps. Comment ça, pas des disciplines? Qui ne sont pas des disciplines professionnelles. C'est les fameux métiers impossibles de Freud. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, lui tient ces 3 aspects, la paideia. Donc, paideia, c'est l'école dans la cité des Athéniens, la manière dont on élève les jeunes. La police, donc la politique. Police, P-O-L-I-S, bien sûr, attention. Cité. C'est la cité, le groupe, la communauté. La cité et effectivement la psyché, qui est là, à mon avis, c'est un de ses apports majeurs. Et là, il a bénéficié beaucoup de la connexion avec Pierre Aulagnier, parce que c'est un des grands problèmes dans les sciences humaines, que celui de ne pas être, comme dans la sociologie bordivine, pas faire du réductionnisme, pas faire du mécanisme. Et donc, mais il reste le problème de comment articuler l'individu, le sujet, avec le collectif, avec la structure. C'est un des grands problèmes que se posent les anthropologues, les historiens, les philosophes. Comment réussir cette articulation? Eh bien, justement, je pense qu'il a trouvé une voie. Et il l'a trouvé parce que, justement, dans le domaine de la pensée psychanalytique, Pierre Aulagnier est quelqu'un dont j'ai découvert, à l'occasion de cette enquête, je ne connaissais pas son œuvre, de tout à fait remarquable, bon, elle a animé la revue L'Inconscient, le Crée Topique, etc. Elle a fondé le 4e groupe, si je me souviens bien. Elle est d'une des cofondatrices du 4e groupe. 4e groupe, qui est donc une scission avec Lacan, évidemment, parce que donc, partout où Castoriadis passe, il y a des scissions, on crée un nouveau mouvement. Bien sûr. Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que ce 4e groupe qui est fondé, la date est significative, 69, juste après 68. C'est-à-dire que ce 4e groupe se veut être un groupe sans institution, sans lieu institutionnel, sans arrêt dans la pratique et l'interrogation sur lui-même, ouvert à l'historicité, à une historicisation en train de se faire, work in progress. Vous avez là quelque chose où on retrouve François Perrier, Micheline Henriquez, Nathalie Salzman. C'est un truc très essentiel, dans la pensée de Castoriadis, cette dialectique entre l'institué et l'instituant. Comment concevoir de l'institution qui ne soit pas mortifère, qui ne soit pas sclérosante? Comment jouer l'instituant? C'est-à-dire la création, le processus de réinvention, d'un bouger sans arrêt dans les structures, dans l'institué, et comment donc faire ressurgir à chaque fois la création, la créativité, etc. Donc, on a là, effectivement, un 4e groupe. Alors, 69, il n'est pas encore psychanalyste de profession, mais à mon avis, c'est l'hypothèse que je fais par le couple Henriquez, il a, à mon avis, beaucoup contribué à ce que ce groupe évite l'écueil bureaucratique, justement. Oui. Bon. Et donc, il a eu un rôle, là, tout à fait majeur. Bon, il va, en effet, trouver là un concept. Alors, ici c'est 63, 64, il commence après avoir commencé une analyse personnelle en 60, à suivre, comme beaucoup de Parisiens, le séminaire de Lacan. De Lacan, le gourou, voilà, absolu. Qu'il faut absolument suivre. Mais il suit aussi le séminaire de Clavreul, de Serge Leclerc, et puis évidemment Pierre Aulagnier.
Et il va découvrir une notion qui ne va cesser de grandir dans sa pensée, qui est l'imaginaire. Et là, il touche quelque chose de fondamental, parce que ce dont on pâtit, nous, aujourd'hui, en 2015, c'est le défaut d'imaginaire. Un manque d'imaginaire social. Il n'y en a plus. Pourquoi le futur est fort clos? Parce qu'il n'y a plus d'imaginaire social. Bon. Donc là, il voit bien que ce qui va mouvoir les sociétés, les remettre en mouvement, ce mouvement vers l'autonomie qu'il souhaite par rapport aux sociétés hétéronomes, c'est l'imaginaire social. C'est leur donner cette espèce de, on dit certains l'utopie, Ricoeur dirait l'horizon d'attente par rapport à l'espace d'expérience. Bien. Et reconstruire cet imaginaire social historique. Eh bien, il va le penser en historien et en politique, en revisitant quelque chose qu'il connaît extrêmement bien et dont il est un des connaisseurs absolument, bon, on le voit par ce séminaire qui commence à être publié aujourd'hui, la Grèce antique. C'est-à-dire ce moment de réalisation d'une démocratie qui est une démocratie de ses souhaits, démos, kratos, car pour lui, il n'y a de démocratie, étymologiquement, que lorsque le démos, le peuple, a le pouvoir, kratos, pouvoir, il n'y a pas, donc la démocratie doit être une démocratie directe. Oui. Il n'y a pas de démocratie représentative. La démocratie lui, il tient un discours très critique contre la démocratie. Une oligarchie, ça n'est pas une démocratie. Et là, il étaye de quoi son discours? Il étaye de l'expérience de la réforme clisténienne, de l'expérience du démos grec. Alors, il ne le donne pas comme modèle. Hein, certains a été critiqué, il a été critiqué, certains l'ont discrédité en disant bah, évidemment c'est un grec, il nous donne le modèle grec par nationalisme. D'abord, il n'y a pas moins nationaliste que lui. Certes. Hein, alors, ses propos sur la Grèce moderne sont, vous avez vu, extrêmement critiques. Extrêmement critiques. On lui dit, il arrive à Athènes, on lui dit mais qu'est-ce que vous pensez de la vie politique aujourd'hui? Donc on est dans les années 1990. Vie politique en Grèce, et s'est arrêté en 404 avant Jésus-Christ. Hein, début de la guerre du Péloponnèse, il n'y a plus de vie politique. Hein, donc vous voyez à quel point. Et on lui dit, ça vous fait quoi de revenir à Athènes? Oh, ça me fait l'effet de revoir ma mère, mais on l'a mis sur un trottoir. Donc, c'est vous dire, on peut difficilement dire qu'il était nationaliste. Bon. Non, oui, mais par contre, dans la Grèce, moins 400, c'est le germe de la démocratie. C'est un germe. Et là, d'une actualité que je ne soupçonnais pas quand j'ai fait cette biographie, parce qu'il y a un certain nombre de publications aujourd'hui qui vont totalement dans ce sens. J'entendais pas plus tard que à la mi-journée, François Hartog parler justement de la Grèce, il est un grand historien qui a fait sa thèse sur le miroir d'Hérodote, etc., et qui fait autorité sur la Grèce. Je pense aussi à un livre qui est paru au Seuil là récemment d'un dénommé, je ne le connais pas personnellement, Paulin Ismar, La démocratie contre les experts, qui est paru au Seuil, et qui va tout à fait dans ce sens. Absolument. Alors, tout à fait dans ce sens de cette coupure expertise démos et d'un germe possible que serait pour notre réflexion justement cette autonomie réalisée d'une démocratie directe qu'il faudrait évidemment adapter à la modernité. Il ne s'agit pas de reconstruire l'agora sur les Champs-Élysées. Il croyait d'ailleurs dans la technologie pour permettre, les technologies contemporaines, pour permettre de refaire vivre cette possibilité pour chaque citoyen doit pouvoir gouverner et être gouverné, c'est la définition même. L'entreprise, mais avec une socialisation des fonctions de direction. Voilà. Non donc effectivement, il y a une pluralisation des lieux de l'expression démocratique qui ne se résume pas à un vote tous les 5 ans auprès de représentants pour... Là, il citait à juste titre Thucydide, entre la liberté et se reposer,
il faut choisir. Oui. Hein, c'est boire ou conduire. Là, c'est où vous exercez la liberté ou vous vous reposez. Mais on ne fait pas les deux, il faut choisir. Et il rappelle que la démocratie est un travail. Et au passage, il promeut l'idée du tirage au sort, qui était donc pratiquée dans la cité des Athéniens. Tirage au sort, alors vous insistez pas beaucoup. Il y a une seule mention du tirage au sort, et c'est à propos des travaux de Gilles Delannoy qui va prolonger... oui, parce que je ne connaissais pas trop bien ce prolongement de la réflexion politique et la philosophie politique. Et là, j'ai trouvé effectivement avec Gilles Delannoy qui voit 3 formes de démocratie, dont la démocratie sortiste. Sortiste, ouais. Hein, c'est pas on prend la porte de sortie. Encore que c'est peut-être une porte de sortie. C'est pas l'excommunication. Non, mais c'est la porte de sortie pour échapper à l'oligarchie, en fait. Oui. C'est ça. Oui, oui. Mais ça, pour le coup, c'est aussi une idée qui actuellement est en train de reprendre vie. Beaucoup de vitalité. Et ça n'est pas tout à fait un hasard si on s'intéresse à Castoriadis à nouveau beaucoup, parce que ça fait partie des intuitions précoces qu'il a eues et dont il peut nous nourrir. Alors, bon, l'homme est aussi marqué par quelques contradictions un peu problématiques. Là, on est là à évoquer ces très grandes vertus de penseurs de la démocratie, de l'autonomie, de l'émancipation et tout. Et puis, pendant ce temps-là, avant d'être psychanalyste, quand même, il bosse à l'OCDE. C'est un cadre très, très supérieur, dans une institution très hiérarchisée. Donc là, ça ne pratique pas beaucoup l'autogestion, je pense. Puis il est dans une position tout à fait dirigeante. Et par ailleurs, l'OCDE, ça m'a fait l'effet d'être un peu un pré-FMI. Il s'agit d'une institution dont vous dites vous-même qu'elle est chargée d'accentuer la libéralisation du système économique dans l'Europe d'après-guerre. En gros, ça fait penser au FMI qui va aller mettre des réformes d'ajustement structurel un peu partout. C'est-à-dire que l'impression qu'on a sur le bonhomme, c'est que tandis qu'il travaille à critiquer l'aliénation par le capitalisme, en fait, intellectuellement, pendant ce temps-là, il travaille à l'extension du capitalisme dans les économies frontalières. Donc il y a... Bon, alors vous dites une schizophrénie assumée sans état d'âme. Bon. Oui. Est-ce que ça n'a pas contribué par ailleurs à disqualifier un peu son œuvre? Non, je sais pas. Ça discrédite pas le fait que le gars ait servi des intérêts si contraires à ceux qu'il défendait théoriquement? Certains se sont effectivement se sont saisis de ce paradoxe, de cette tension, pour essayer de le discréditer. Mais pour moi, c'est une pratique stalinienne, même si j'étais un peu déçu de voir qu'elle a été utilisée par quelqu'un pour lequel j'ai une grande estime, qui est Nikos Poulantzas, qui est un grand sociologue grec, que j'ai eu d'ailleurs comme prof au centre expérimental de Vincennes, il y a bien longtemps, qui effectivement dans la presse a dit voilà, il déconstruit le marxisme, c'est un agent presque de la CIA, de l'impérialisme américain, et un grand administrateur d'une organisation internationale qui fait prévaloir le capitalisme. Bon. Comme en plus il s'est intéressé très tôt à la culture américaine, à un moment où, la gauche avait plutôt les yeux tournés vers l'URSS. En fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que à l'OCDE, où effectivement il a gravi les échelons jusqu'à superviser 120 personnes, donc il est arrivé comme chef de la statistique à un haut poste de responsabilité, parce qu'il avait énormes compétences, y compris statistiques, mathématiques, d'économie. Puis il avait fait aussi une formation à Athènes, à la faculté de droit et de sciences économiques. Donc il était aussi économiste, en plus de psychanalyste, philosophe, musicien. Enfin bon, je passe. Mais ce qu'il faisait, comme il travaillait extrêmement vite, c'est quelqu'un qui, comme dit Morin, est un titan de la pensée, ou un génie. On dit des gens qui sont pourtant avares de compliments, comme des André Green ou autres. Eh bien, il faisait en fait ses textes théoriques à l'OCDE. C'est pas vrai. Mais bien sûr. Il bossait pour lui, en fait. Il bossait pour lui. Il passait 1 heure par jour à faire ses tâches au CDE, non puis le reste du temps, il faisait il travaillait pour la revue, parce qu'il faisait ce qu'il avait à faire. Il le faisait en 3 fois moins de temps qu'un fonctionnaire international normal. Non seulement il écrivait ses textes fleuves, fleuve, je veux dire, quand Christian Bourgois lui dit « je suis prêt à vous éditer », il éditera les 10-18, Castoriadis lui dit « ah oui, mais moi c'est tout ou rien, j'ai 9 millions de signes ». Donc ça donne 8 volumes de 10-18, donc c'est à prendre ou à laisser. Bourgois lui dit « écoutez, vous me laissez une semaine de réflexion », et finalement il dit oui. Et puis,
il fait vivre la revue. C'est-à-dire qu'elle vit de quoi, cette revue? Certainement pas de la vente, puisque j'ai dit qu'ils étaient dans le désert. Ouais. Certainement pas du maigre salaire de Signorelli et de Daniel Motet. Oui, non. mais son salaire au CDE, en fait, ça lui sert à financer la revue. C'est son salaire qui finance pour l'essentiel la revue. Donc ça rachète voilà. la vente de l'âme au diable. Voilà. Mais effectivement, il y a une situation un peu schizophrénique, ça vous avez raison de le signaler. Oui, bien sûr. Comme de la même manière que quand il va vivre avec Pierre Olagnier dans un appartement de 400 mètres carrés, qu'est Anatole France, avec un serveur noir en livrée qui accueille les militants de Socialisme Barbarie, ça fait un peu bizarre à ceux qui arrivent là, qui ne l'ont pas vu depuis longtemps. De la même manière que, mais ça lui sert pour ramener les gens en fin de réunion, puisqu'il rentre à l'OCDE en 1948, que dans les années 50, donc, il raccompagne ses petits camarades dans sa grosse Buick. Parce qu'il a une grosse voiture américaine, parce qu'en tant que fonctionnaire international, l'essence est gratuite pour lui. Donc, effectivement, ça lui permet d'avoir... Ce qui n'est pas très écolo, alors qu'il aura des intuitions écolo pareilles, comme toujours, avec 30 ans d'avance sur tout le monde, il perçoit, il est sur des discours un peu de l'ordre de la décroissance, et puis avant tout le monde. Aussi, non, mais ça, c'est les contradictions. Moi, justement, j'aime bien... des gens justement qui sont à saisir comme tels dans leur complexité, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de monovalent, etc. Il est tiraillé par des choses très différentes. Vous auriez pu prendre aussi l'exemple, j'en parle aussi par le menu, du fait qu'il aime jouer. Ah oui. Il aime jouer, mais il va jouer... D'ailleurs, il va gagner un fric fou en partant de l'OCDE, parce que là, on lui donne de quoi vivre pour le restant de ses jours. Il le joue, il va tout perdre. Ouais. Parce qu'évidemment, il n'est pas très bon comme spéculateur, donc il perd tout. C'est un capitaliste raté. Oui, non, ça là-dessus. non, c'est pas son truc. Alors bon, plutôt que là de s'attarder sur ces éléments qui quand même sont plutôt de l'ordre de l'anecdote biographique, pour revenir un petit peu sur plutôt son logiciel politique et sa production conceptuelle, il a, me semble-t-il, pris le soin de donc réviser le marxisme, notamment en changeant de logiciel. On n'est plus sur la question de la classe, de la bourgeoisie contre les prolétaires, moyens de production contre force de travail. On arrive dans le logiciel classe dirigeante versus classe exécutante. Il substitue aussi à la notion d'exploitation la notion d'aliénation, et laquelle est plus diffuse, si j'ai bien compris, dans la société. L'exploitation, ça parlait juste du corps ouvrier, du corps des prolétaires qui sont exploités par les détenteurs du capital et de la machine de production, alors que l'aliénation, c'est l'idée qu'il y a une invasion dans l'imaginaire collectif. Oui. Et du coup, ça fait penser un peu à la notion d'hégémonie culturelle telle qu'elle est théorisée par Gramsci. Or, il n'y a aucune mention de Gramsci dans votre texte, et donc j'imagine que le parcours intellectuel de Castoriadis n'est pas passé par Gramsci, ce qui m'étonne. Non, pas vraiment. C'est vrai que... il y a un côté un peu endogène de la gestion intellectuelle du groupe. Le groupe est un peu... Comme s'il était sans influence. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu le côté, justement, le côté, on prêche dans le désert, donc on est un peu dans l'entre-soi, coupé du monde qui ne vous comprend pas, et on reste un peu sur d'autant qu'ils ont une longueur d'avance quand même sur un certain nombre de terrains de critiques. Autre non-acclimatation, appropriation, mais ça on voit plutôt pourquoi. Anna Arendt, par exemple. Oui, il fait rien avec après, plus tard, mais pas socialisme. Alors que sur la société bureaucratique, le totalitarisme, elle est calée. Et voilà. Mais comme Arendt, alors là, l'hypothèse qu'on peut faire, et a été quand même pas mal introduit par Aron, qu'on est dans la période de guerre froide, effectivement, et puis la thèse là, arendtienne, qui est aujourd'hui reprise sur le totalitarisme et qui met en place, sous un même concept, une réalité qui est à la fois le communisme et le nazisme,
je pense que à l'époque du socialisme au barbarie, là, il y a eu des résistances. Donc, oui, il y a un certain nombre d'influences. Je pense par contre que l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer a joué quand même un rôle. Parce que effectivement, et ça on le voit y compris dans sa bibliothèque, donc des choses qui ont été lues, annotées, etc., qui font que ça a nourri cette réflexion. Il ne cite pas forcément, mais en fait il est nourri. Voilà. Mais après, il s'est aussi planté, c'est-à-dire que, je dis à quel point il apporte et il continue à apporter, ce qui importe aujourd'hui, apporter pour penser le monde d'aujourd'hui. Il s'est sacrément planté pendant... Il a fait preuve d'une cécité absolument invraisemblable, à mon avis, on n'est pas obligé de le partager, sur l'Union soviétique. Qui voyait surpuissante sur le plan militaire, c'est ça, il a fantasmé. Après avoir été à l'avant-garde du bon diagnostic sur comment fonctionnait la société bureaucratique, en 79-80, il publie d'abord un article, et puis dans la Revue Libre, puis un livre, aux éditions Fayard qui s'appelle « Devant la guerre », où il analyse le pouvoir russe comme une stratocratie, pouvoir militaire, donc un pouvoir militaire qui n'est plus une idéocratie, une logocratie, mais animé par la volonté de la force brute, et qui va faire la guerre. Alors on est effectivement invasion de l'Afghanistan dans un moment qui est le moment des Pershing 2, des SS-20, de tensions de nouveau sur le plan international, qui donne beaucoup de visibilité à ça. Alors là, alors que Castoriadis a manqué de visibilité toute sa vie. Oui, c'est un peu con parce qu'au finalement, il a eu beaucoup de visibilité au moment où il s'est un peu planté. Au poids des mots, au choc des photos, 20 pages dans Paris Match, invité à la télé. Là, il a eu tous les plateaux. Parce que ça réveillait la peur de la menace rouge, en fait. Pour un plantage qui était compréhensible à la limite en 79-80, mais là où on comprend mal pour quelqu'un qui a un grand sens du discernement, c'est qu'il va continuer sur la même thèse jusqu'à la chute du mur. C'est-à-dire qu'au moment de la perestroïka, de la glasnost, de Gorbatchev et de sa politique et de l'effondrement petit à petit endogène au cœur du dispositif de l'Empire soviétique, non, il va rester sur son schéma de la stratocratie. Il ne reconnaît pas qu'il s'est trompé après la chute du mur? Il révise un peu, plus il a des formules j'ai un témoignage, plus ou moins en Autriche, dans une conférence, il dit qu'il a peut-être fait une erreur. Voilà. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait à la mesure d'une erreur qui a duré quand même pendant 10 ans. Mais là, alors, on peut l'analyser comme sur un dossier sur lequel il avait une longueur d'avance. Il s'est un peu solidifié, ossifié, fossilisé sur ses positions, alors que la situation est... Sur une espèce de traumatisme aussi, de fréquentation du totalitarisme soviétique. Il l'a vu de près, et je pense qu'on peut aussi faire une hypothèse un peu psychanalytique, que ça l'a un peu traumatisé. Voilà. Oui, et puis aussi de réaction par rapport aux kremlinologues qui avaient tendance à voir... dans le changement, ne serait-ce que d'un homme, Andropov arrivant, ça y est, ça va changer, l'URSS n'est plus du tout... Bon, alors par rapport à ce genre de mythe, évidemment, il se tenait à distance de ce journalisme superficiel. Alors, il y a une autre distinction terminologique ou conceptuelle qui m'intéresse beaucoup chez Castoriadis, c'est qu'il a tenu beaucoup à séparer la notion de révolution du dérapage totalitaire. Il a voulu bien faire entendre, dénoncer l'amalgame qui a été fait beaucoup dans les années 80, amalgame qui consistait à prétendre que toute révolution est congénitalement vouée à la dérive totalitaire. Alors ça, il a fait un gros effort théorique de séparation de la révolution et la dérive totalitaire. Ce sont deux processus distincts qu'il faut distinguer. Il y a des révolutions envisageables sans dérive totalitaire. De même, le fait de confondre révolution avec insurrection sanglante, avec table rase, il a pris le soin de redéfinir ce que ça veut dire révolution. Ça ne veut pas forcément dire on prend la guillotine et on vire tout ce qui ne nous plaît pas. Il dit une révolution signifie l'entrée de l'essentiel de la communauté dans une phase d'activité politique, c'est-à-dire instituante. Révolution ne signifie ni guerre civile ni effusion de sang. La révolution est un changement de certaines institutions centrales de la société par l'action
l'activité de la société elle-même, l'auto-transformation explicite de la société condensée dans un temps bref. Et il invoque la révolution de Clystène à Athènes, qui est un exemple de révolution qui ne s'accompagna d'aucune violence. Alors, il me semble que s'il y a une période où cette pensée peut être entendue, c'est bien maintenant où les mobilisations sociales, notamment celle de 2011, se sont beaucoup réclamées, les mouvements sociaux se sont beaucoup réclamés d'une action qui récuse la violence. Il y a maintenant une position des mouvements sociaux pour qui ça semble évident qu'il ne faut pas recourir à la violence. Alors pour certains, du coup, ça veut dire alors pas de révolution. Si on n'a pas le droit à la violence, on ne fait pas la révolution. Il me semble qu'avec Castoriadis, on peut remettre en route l'hypothèse révolutionnaire en faisant l'économie de la violence, de l'insurrection et de la table rase. Est-ce que c'est à peu près comprendre ce que Castoriadis a dit que de dire cela ou tout à fait. mal comprendre? Tout à fait, vous avez absolument raison. Comment traite-t-il l'époque actuelle? Vous, après avoir passé, j'imagine, des mois, voire peut-être quelques années, à vous imprégner de Castoriadis, quel regard, à votre avis, porterait-il sur l'époque contemporaine maintenant? Question impossible. 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 Je ne peux pas m'exprimer à sa place. Parce que non, parce qu'il n'y a pas comme un regain de vitalité à quoi il serait sensible, non, ici et là. Justement, les mouvements sociaux de 2011. Oui, je pense que mais il est évident que ce qu'on voit apparaître là, parce que publié par exemple Sandra Logier sur les principe sur les démocratie. Places, oui, sur le principe j'ai reçu Albert Augien pour ce bouquin-là. Sur ce qui se passe dans les centres-villes, dans l'urbain, réinvesti par les gens, voulant contrôler ceux qu'on mandate, etc. pour telle et telle chose. C'est sûr que c'est des mouvements d'autonomie politique qui le combleraient, je pense. On peut le dire manifestement qu'il y a là des choses qui sont quand même rassurantes. De toute façon, il disait qu'on traversait dans les années 80-90 des basses eaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité. Certes, on traverse un régime d'historicité, de crise, du futur, de présentisme, etc. Mais il y a aussi des éléments qui peuvent être l'augure d'une période, et ça peut basculer tout autre, qu'on espère effectivement vers plus d'autonomie. Alors ici, en effet, vous avez raison, la réforme clysténienne, qui est une véritable révolution politique, qui établit la démocratie grecque, qui n'a strictement fait aucun mort. Effectivement, et vous avez raison, il y a un amalgame qui est fait entre l'hémoglobine et puis le changement politique à tort. Il évoque aussi, s'appuyant sur les travaux d'Yves Barrel, sur l'autonomie à propos des sociétés médiévales, sur ces grands mouvements d'autonomie urbaine, qui est aussi la révolution urbaine, par exemple des villes italiennes, qui se détachent des structures politiques de l'Empire pour accéder à une autonomie urbaine. C'est là un moment aussi d'autonomie. Bien sûr, les luttes ouvrières du 19e siècle, bien sûr aussi la Révolution française, ça va de soi. 68, on a là des brèches, on a là des moments. Il s'agit effectivement de favoriser, de saisir ces moments, ces événements qui sont ceux de l'émancipation autour d'une autonomie collective. Alors là où il est peut-être un peu c'est un peu binaire, mais en même temps, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'il pense que ce mouvement d'autonomie, il faut bien comprendre que pour qu'il se réalise, la société doit se penser comme société autonome. C'est-à-dire qu'elle doit se défaire de toute forme de transcendance qui fonderait le lien social d'une manière ou d'une autre. Bon. Et à partir de là, pour lui, et c'est là où il a une conviction, on le suit ou on ne le suit pas, mais une conviction d'athée radicale, c'est-à-dire que toute référence religieuse et référence à une transcendance est une référence à une société hétéronome. Et donc,
ne oui, réalisera parce qu'il y a déjà de l'écrit, voilà, effectivement. Il y a déjà un texte écrit qui dit la vérité, donc c'est plus à nous d'inventer ensemble la vérité pour nous, quoi. Et alors, ce qu'il dit, par exemple, de la société grecque, c'est que c'est une société totalement autonome, parce qu'elle ne se fonde que d'elle-même. Oui. Elle n'a pas de texte sacré. Voilà. Elle n'a pas de texte sacré. Et en plus, les Grecs de cette période ne pensent pas en termes de salut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recherche de l'au-delà, du salut individuel. Ce qui spécifie là, la Grèce pour lui, dit-il, c'est pas l'harmonie, c'est pas la vérité, c'est presque l'absurdité, c'est le non-sens. C'est la certitude à partir de ce non-sens et de ces certitudes de la finitude de l'existence que l'on va maximiser notre potentialité créative présente. Oui, c'est parce qu'il n'y a rien après qu'il faut tout faire maintenant. Exactement. Ouais. C'est superbe, je trouve. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant, ça ne se jouera pas plus tard. Voilà. C'est superbe et en même temps complètement flippant, cette manière de fonder son action sur en fait, son socle tragique, c'est parce qu'on va mourir, et peut-être très bientôt, qu'il faut donc déployer... le maximum d'énergie. Et il en est un exemple, alors lui, très spectaculaire. De déploiement d'énergétique. Ouais. Un peu écrabouillant, bien le dire, mais très stimulant. Et pour finir, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu du Castoriadis, par où faut-il entrer dans son œuvre? Quel texte vous semble être un seuil à peu près accessible pour entrer dans sa pensée? Alors, c'est une bonne question. Et à cette bonne question, la réponse est très difficile. Comme souvent les parce bonnes questions. Que nous sommes là face à une pensée qui est une pensée... et je reprendrai le terme de ces petits volumes, il y en a 6, parus au Seuil, les carrefours du labyrinthe. On peut rentrer dans un labyrinthe par n'importe quelle porte. Le problème est de savoir en sortir. Et il n'y a pas de chemin indiqué. Et il ne s'est pas donné la peine non plus de faire un texte un peu synthétique sur sa pensée. Son maître ouvrage, c'est bien sûr l'Institution imaginaire de la société, dont on n'a pas eu l'occasion de dire à quel point il a été pensé avec Pierre Aulagnier, qui sort La violence de l'interprétation la même année, en 1975. Donc ça, c'est le maître ouvrage, l'Institution imaginaire de la société. L'ouvrage qui restera, c'est son grand œuvre de 1975. Après, on rentre par bout, forcément. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être la chose la plus facile est peut-être de rentrer par le petit ouvrage paru au Seuil, qui s'appelle La Société à la dérive. Oui, c'est ça. Parce que c'est une série d'entretiens. Y compris un entretien que j'ai eu avec lui, c'est la seule occasion que je l'ai connu, pour la revue à laquelle j'étais, qui était Espace-Temps, sur la notion de révolution à la veille du bicentenaire de la Révolution française et des 20 ans de 68, en 88. Donc, mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est parce que dans l'oralité, évidemment, il est plus accessible que dans l'écrit. Ouais. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie beaucoup, François Doss, pour cet entretien passionnant et ce livre formidable que je vous recommande très vivement. Donc, c'est un texte copieux, il y a plus de 500 pages. Mais vous avez pu entendre que c'était un parcours à la fois, il y a le côté biographique, tous les événements de vie, mais c'est surtout, moi, ça m'a beaucoup nourri pour le parcours intellectuel. Comment une production conceptuelle va en engendrer une autre. C'est vraiment extrêmement nourrissant de pouvoir avoir accès à ça, toute une vie intellectuelle aussi riche que celle-là. Donc voilà, merci beaucoup. À la prochaine pour un prochain numéro dans le texte. Salut. Chez les modernes, l'idée de la démocratie représentative va de pair avec ce qu'il faut bien appeler une aliénation du pouvoir, une expropriation, une auto-expropriation du pouvoir, c'est-à-dire la population dit pendant 5 ans, je n'ai rien à faire sur le plan politique, j'ai choisi 548 personnes qui vont s'occuper de mes affaires, dans le cadre de la Constitution, etc., avec certaines garanties et tout le reste. Le résultat, c'est que pendant ces 5 ans, les citoyens ne sont pas actifs, ils sont passifs.
et même le jour des élections, mais enfin ça c'est une autre discussion, de quoi peuvent-ils décider? On leur présente deux personnages ou deux partis, et toutes les options qui vont apparaître pendant ces élections-là sont déjà prédéterminées, bien entendu, par la situation créée pendant les 5 années précédentes.